Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole et aujourd'hui je vais vous parler de l'Aston Martin DB3. Alors que l'Aston Martin DB2 enchaîne les déceptions du fait que tout simplement elle n'a pas été conçue spécifiquement pour la course. C'est en fait une simple Aston Martin DB2 qui a été dérivée en version piste. Mais elle reste extrêmement massive, extrêmement lourde et donc très peu adaptée à la course dans une époque où on commence vraiment à faire des voitures spécifiquement pour la course et avec une certaine légèreté, un certain design qui facilite les performances. Du coup, Aston Martin cherche tout simplement à remplacer cette DB2. Et c'est ainsi qu'en 1951, Aston Martin présente la DB3. La DB3 est clairement et exclusivement réservée à la course, contrairement à la DB2. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, on voit bien que la construction n'a plus rien à voir, on est sur une barquette, donc beaucoup plus légère, beaucoup plus aérodynamique, on n'est plus sur le truc ultra massif qui a du mal à se mouvoir. On est vraiment sur une voiture qui a été construite dans le but de gagner en compétition. Et elle sera équipée d'un 6 cylindres de 2 litres. Elle est immédiatement engagée en compétition. Et elle va remporter quelques victoires, comme par exemple les 9 heures de Goodwood en 1952, mais ce ne sera pas non plus la folie. Et c'est ainsi qu'en 1953, Aston Martin va vouloir encore plus de performance et va présenter la DB3S. Le principal changement sur la DB3, ça va être sous le capot. Au niveau design, vous l'avez bien vu, c'est globalement la même voiture. C'est même quasiment identiquement la même voiture. Après, bon, il y a eu des changements, mais à la limite, il y a eu autant de changements entre DB3 et entre DB3S qu'entre la DB3 et la DB3S, quoi. Donc c'est fin, voilà. Donc c'est globalement le même design, et sous le capot par contre on retrouve un 6 cylindres, cette fois de 3 litres, et qui va du coup développer 225 chevaux. En 1953, la DB3S va faire un doublé au Tourist Trophy, ce qui lui offrira quand même la 3e place du championnat du monde, donc là on commence à parler de résultats. On commence à avoir vraiment une voiture performante et qui commence à s'imposer. Malheureusement, la saison de 1954 sera plutôt catastrophique, puis vient la saison de 1955. Et malheureusement pour l'Aston Martin DB3, en 1955, il y a un nouveau concurrent qui arrive, et c'est un monstre, c'est la 300 SLR de Mercedes. J'ai déjà fait une vidéo sur cette voiture, et comment vous dire que elle va tout simplement tout rafler. Et bien que les 300 SLR étaient totalement intouchables, la DB3 est constamment derrière la 300 SLR. Elle se place toujours juste derrière les 300 SLR qui sont clairement dans une autre catégorie. Les 300 SLR sont intouchables en 1955, il n'y a aucune voiture qui rivalise avec les 300 SLR. Donc à la limite, celle qui a le plus de chances de rivaliser avec la 300 SLR, c'est la DB3. Et potentiellement, s'il n'y avait pas eu ces 300 SLR, l'année 1955 aurait été l'année de la Aston Martin DB3. Le problème, c'est que, vous le savez, au Mans, il y a eu le fameux crash, le drame de la 300 SLR. Et donc, les 300 SLR ont abandonné. Comme elles ont abandonné, l'Aston Martin DB3 s'est offert une 2e place aux 24 heures du Mans. Ouais, il s'était fait quand même battre par une Ferrari, il me semble, 250 Testarossa si je dis pas de bêtises. Évidemment, vous vous en doutez, cette 2e place, elle est très discutable, puisque les gens vont dire oui, si les 300 SLR n'avaient pas abandonné, si elles n'avaient pas abandonné en hommage aux victimes, en respect aux victimes,
bon, on n'en serait pas là. L'Aston Martin DB3 aurait jamais eu sa deuxième place, donc c'est pas vraiment mérité. Beaucoup de gens vont dire ça. D'autres vont dire, bah écoute, Mercedes ils ont abandonné, c'est tout, ça fait partie de la course aussi. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse vous faire vos propres avis. Ça, c'est pas mon truc. Mais, quoi qu'il en soit, cette victoire, elle est discutée. En 1956, Aston Martin va confirmer cependant les capacités de la DB3S en s'offrant à nouveau la seconde place aux 24 heures du Mans. Mais elle n'arrivera pas à faire mieux qu'une 4e place au championnat du monde d'endurance. Donc pour l'instant, 1953 reste la meilleure année pour l'Aston Martin DB3S. En 1957, Aston Martin présente la DBR1, la remplaçante de l'Aston Martin DB3S, et ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'Aston Martin DBR1, et donc je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas vu, pour connaître la suite de l'histoire de la DB3S entre guillemets, puisque du coup c'est quand même la descendance, la relève, et puis quand même une victoire en 24 heures du Mans, donc voilà, c'est sympa à aller voir. La DBR1 signera la fin de la DB3S, mais elle s'offrira quand même une dernière seconde place aux 24 heures du Mans avec un team privé en 1958. En tout, 31 exemplaires de cette merveille ont été produits et malheureusement, elle n'a jamais gagné les 24 heures du Mans malgré 3 secondes places. C'est quand même fou. En fait, elle a performé cette voiture, c'est-à-dire qu'elle était performante. Elle était toujours dans les meilleures voitures, mais elle gagnait super rarement. Elle était tout le temps des 2e places, 3e places, etc. pendant des années. Et très peu de victoires au final, et donc très peu de bons classements au championnat du monde, puisque du coup forcément les autres marquaient les points de première place. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est une très belle voiture, et une voiture qui est quand même un petit palmarès, qui est quand même fort agréable. Bon, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a eu une version coupée de l'Aston Martin DB3S. Elle est évidemment bien moins connue que la simple DB3S. Hein. C'est assez logique étant donné que très peu ont fait de la course, et je vais y revenir, mais il y a 2 exemplaires qui ont fait de la course, je vais revenir très vite dessus. Vous verrez, ils n'ont pas vraiment marqué le monde de la compétition. Son design est un peu un mix entre la DB3S et la DB Mark III, je trouve personnellement, donc qui est sortie à peu près dans ces années-là aussi. Et 5 DB3S coupés ont vu le jour, 2 ont été donc des voitures d'écurie qui ont couru en compétition, et 3 ont été des voitures pliantes. Les versions d'écurie, donc qui ont couru en compétition, étaient beaucoup plus aérodynamiques que les versions Barchetta. Mais malheureusement, elles étaient extrêmement instables à haute vitesse, et ça a eu pour conséquence que 2 exemplaires se sont bouffés des murs, mais genre violemment. Du coup, ils ont arrêté d'utiliser la version coupée en compétition. Les 2 exemplaires ont été reconstruits, et donc au final il reste bien 5 exemplaires, donc 2 qui ont été reconstruits sur le crash, et puis voilà. Alors du coup on va pouvoir parler prix. Pour les DB3 j'ai eu du mal à trouver, je pense que pas mal ont été peut-être reconvertis aussi en DB3S, donc tout simplement le changement de moteur, etc. Donc c'est complexe de trouver une DB3 aujourd'hui. Pour les DB3S ça va se situer entre 8 750 000 et 10 500 000 dollars. Donc en euros c'est à peu près équivalent. Hein. Et pour la DB3 coupée, et ben j'aurais pas de prix à vous donner, voilà. Désolé, il y a 5 exemplaires dans le monde, hein. Voilà, on a déjà parlé dans plein de vidéos, des fois on a le problème de il n'y a jamais eu d'exemplaires en vente. Ça n'a jamais été vendu, ou en tout cas pas sur la place publique. Bah voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si tu as envie que je parle d'une de tes voitures préférées, n'hésite pas à me demander en commentaire. Salut!